Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai compris d'Annihilation. Donc évidemment, je ne prétends pas connaître la vérité absolue sur le film. C'est un film qui est extrêmement complexe, il a plusieurs couches, il y a plusieurs métaphores, il y a beaucoup d'éléments de réflexion. Et quelque part, je pense que c'est un film que chacun va interpréter en fonction de son propre vécu. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Donc j'ai fait une autre vidéo où je fais la critique, je vais mettre le lien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Alors, pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur la définition du terme annihilation, parce que généralement c'est assimilé comme à la destruction totale, l'action d'annihiler, mais il y a aussi une autre définition qui dit qu'en fait c'est la réaction entre une particule et son antiparticule, au cours de laquelle elles disparaissent pour se transformer en un ensemble d'autres particules. Autrement dit, on a l'idée que les opposés, lorsqu'ils vont se rencontrer, vont se détruire, mais aussi créer quelque chose de nouveau. Et quelque part, je pense que c'est l'un des thèmes sous-jacents du film. De manière explicite, le film traite d'une invasion extraterrestre. C'est-à-dire qu'on a un météorite qui contient un organisme extraterrestre qui s'écrase sur Terre, et cet organisme va commencer à se développer et à coloniser la planète où il atterrit. Et pour accomplir son but, comment il fait? Il fractionne son environnement et le refusionne en quelque chose de nouveau. Alors, évidemment, il fait ça sur tout ce qui est matériel, comme on peut le voir par exemple sur le mur, sur les murs, alors le crocodile, il y a aussi les bambis à fleurs, ou il y a encore le tatouage là, qui apparaît sur le bras de Lina, qu'on voit aussi apparaître sur le bras là, de la paramédic, et qui pendant le film aussi, on voit sur le bras du militaire là, qui se fait ouvrir le bide. Donc c'est un tatouage qui apparaît plusieurs fois sur les personnes, mais en même temps qu'il fait ça sur le matériel, il diffracte et réassemble l'immatériel. C'est-à-dire que par exemple, on a dans la VO en tout cas, il y a l'accent de Kane qui est pas du tout le même entre le début du film et quand il est dans le dans le phare. C'est-à-dire qu'en fait il a assimilé l'accent d'un élément extérieur. Et il y a aussi par exemple la maison, donc la maison où ils se font attaquer par l'ours. C'est bien, si vous regardez, c'est la maison de Lina et Ken. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le shot là avec la cuisine où on voit que c'est vraiment la même maison. C'est-à-dire que l'organisme quelque part a réussi à extraire de Lina ou de Ken l'image de la maison et la recréer dans son propre environnement. Maintenant, là où ça commence à devenir intéressant, c'est que quelque part, ça nous renvoie un peu à notre propre évolution, quoi. C'est-à-dire que pendant une époque, on avait les dinosaures qui broutaient joyeusement dans les prés du Jurassique, jusqu'au jour où on a un météorite qui est venu s'écraser sur Terre, suite à quoi, l'homme est devenu l'espèce dominante. Et là, par conséquent, ça peut poser la question, enfin on peut se demander si ce cycle de destruction et de création serait un phénomène naturel comme le concept de l'éternel retour de l'Antiquité, qui d'ailleurs dans le film est symbolisé par l'Ouroboros et la référence à Arietta Lex, c'est le livre qu'elle lit, que Lina lit, ou si en fait ça se réfère à quelque chose de divin. Alors, qu'est-ce que le divin à voir là-dedans? Si vous vous rappelez, au début du film, Lina et Ken ont une discussion sur est-ce que Dieu commet des erreurs ou pas. Et donc, en fait, l'impact de cette météorite pourrait être vu ou comme une erreur d'un dieu, c'est-à-dire que voilà, oups, boulette, j'ai balancé la mauvaise météorite sur la mauvaise planète, et donc voilà, je vais anéantir toute une espèce consciente. Ou alors, comme le défendrait plutôt Ken, c'est non, les dieux ne commettent pas d'erreur, et par conséquent, l'impact de la météorite est quelque chose de voulu, et ça serait en fait quelque part un espèce de châtiment pour punir les hommes qui ont une tendance à vouloir s'autodétruire. Et d'ailleurs une tendance que Lina d'ailleurs affirme être présente dans les gènes de l'humanité. Donc là, on en arrive à ce qui est pour moi le deuxième grand thème du film, et qui est celui de l'autodestruction. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple Ken, pour oublier la trahison de sa femme, se porte volontaire à toutes les missions suicides qui apparaissent. On a la psy qui a un cancer qui est en fait aussi une forme d'autodestruction de l'organisme, et on a Lina qui ne se pardonne pas la trahison qu'elle a commise, et pour le coup, dans sa quête de rédemption, décide de suivre les pas de son mari, sachant qu'elle le fait au péril de sa vie. En fait, si vous regardez absolument tous les protagonistes de ce film ont une relation à l'autodestruction.
Et dans ce sens, eh bien, rentrer dans le shimmer, c'est commencer une quête pour se libérer du problème. Et une fois que vous êtes dedans, eh bien, la seule solution pour en sortir, c'est ou d'atteindre le phare, descendre dans ce qui ressemble quand même pas mal au terrier du lapin blanc d'Alice, et confronter et vaincre son problème, ou alors mourir en tentant. Et là, le message du directeur pour moi est assez clair. Les deux seules personnes qui ont réussi à sortir sont celles qui avaient une raison pour revenir. C'est-à-dire que la première, évidemment, c'est Ken, ou plutôt son double, à qui Ken a demandé de trouver Lina, puisque sachant que le Ken n'avait pas les souvenirs de la trahison de Lina, il pourrait reprendre une vie de couple normale. Et la deuxième, c'est évidemment Lina, qui, après avoir vu la vidéo dans le phare, décide d'honorer le sacrifice de Ken et de retourner vivre avec le clone. Ce qui donne la scène où elle lutte contre son clone, et où après avoir essayé symboliquement de fuir ses erreurs, finit par accepter ce qu'elle est et utilise en fait la force de son mari symbolisée par la grenade au phosphore pour se sauver et sauver son couple. Donc évidemment, vous l'aurez compris, pour moi ça veut dire que celle qui est sortie du phare, c'est la vraie Lina et c'est pas le clone. Alors je sais qu'il y a le petit truc là, le petit reflet dans ses yeux à la fin, et à mon avis c'est simplement que c'est la vraie Lina, mais c'est la vraie Lina qui a été changée psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire qu'elle a incorporé en elle des éléments du shimmer. Et là, ça nous renvoie au début du film où ce qu'elle disait qu'à partir d'une simple cellule qui s'est divisée, eh bien, il y a des millions de cellules qui sont apparues et ça a colonisé la planète. Et bien là, elle et Ken, à travers elle et Ken, le shimmer va réussir à continuer à coloniser notre planète. Voilà, mais évidemment c'est quelque chose qui à mon avis va faire comme Blade Runner, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en discuter pendant des années sans arriver à un consensus, puisqu'il y a un moment où elle s'évanouit, etc., etc. Alors j'ai aussi vu qu'il y a toute une partie métaphore sur le mariage, etc., etc. Mais bon, après là je pense que la vidéo va commencer à devenir longue, et puis bon, vous l'aurez compris, c'est un film qui est tellement riche en détails, en éléments de réflexion, que bon, on pourrait passer des heures sans jamais faire le tour. Mais si vous voyez quelque chose à ajouter, quelque chose que j'ai raté, eh bien laissez-le moi dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal, et puis surtout comme d'hab, amusez-vous bien.